Alors bonjour à tous, au Palais Brognard, comme vous le savez, je fais également pas mal de conférences avec des briefs, mais je voulais faire l'intro de cette vidéo aujourd'hui devant l'AFP, parce que c'est justement du traitement médiatique de cette interception d'un avion américain par les Chinois, dont il va être question dans ce débrief. Allez, c'est parti. Roger, ball. Alors aujourd'hui, nous allons parler très rapidement du J-16, cet avion de chasse fabriqué en Chine qui vient tout simplement du Sukhoi 30 Mk2, qui est une évolution du J-11 dont nous allons reparler. Ensuite, le RC-135 que vous commencez à bien connaître sur la chaîne, qui d'ailleurs, cette semaine, pour une version britannique, a survolé la Moldavie, c'est pas banal. Ensuite, derrière, nous allons regarder en détail, débriefer les images de cette interception, avant que je vous livre mes two cents sur la zone, et notamment sur la politique de la première chaîne des îles. Allez, donc le J-16 est fabriqué sous licence par les Chinois. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la semaine dernière, le C919, qui est une sorte de version chinoise de l'Airbus A320, a fait son premier vol. Si ça vous intéresse, nous allons creuser un petit peu le sujet parce que c'est, on va dire, un nouvel arrivant dans l'univers aéronautique où à l'heure actuelle, on n'a principalement que Airbus et Boeing. Et vu la demande d'aviation civile chinoise, ça risque rapidement de prendre beaucoup de badins, comme on dit, ce C919, même si à l'heure actuelle, il est principalement équipé, j'ai envie de dire, de matériel produit en Occident, ce qui montre bien qu'on leur vend ce genre de matériel. Toujours est-il, le J-16, biréacteur multirôle, ça veut donc dire que vous avez deux réacteurs, 13,5 tonnes de poussée chacun. Il peut faire tout type de mission, de l'air air, de l'air sol, de la guerre électronique dans sa version J-16D, un peu comme le growler américain, 17 tonnes à vide, 35 tonnes en masse max au décollage. Je vous rappelle qu'un Rafale Air, c'est 24 tonnes 5. Il est bisonique, ce qui veut dire qu'il fait 2 fois la vitesse du son. Et c'est le grand frère du J-11, qui est un dérivé sous licence du Sukhoi 27. Le talon d'Achille de ces aéronefs, c'est généralement leurs réacteurs. Quand ils sont de fabrication chinoise, ils ont tendance à ne pas être aussi puissants que ce qu'il faudrait pour des avions de cette masse-là, ce qui leur permet quand même de faire les vols, mais ils ont un peu plus de mal en très haute altitude que par exemple un Rafale. 245 exemplaires ont été construits et c'est un avion qu'on a vu récemment faire pas mal d'interceptions. Nous allons en reparler. De manière générale, c'est un avion qui a l'air de bien fonctionner et qui serait équipé avec des senseurs, des capteurs très modernes, détecteurs de sources de chaleur, capacité à guider de la bombe laser, mais également de très bons radars. C'est un gros avion, il peut donc emmener beaucoup de matériel, il faut s'en méfier. Le RC-135, pour sa part, date de 1965, là où le J-16, ses premiers vols en 2011 et mis en service en 2013. Il y en a 32 qui ont été fabriqués, 44 tonnes à vide, 146 tonnes en masse max, beaucoup de pétrole. C'est un dérivé du KC-135, qui est le fameux avion ravitailleur que l'on a en France, mais pas que. Et cet aéronef, comme je vous disais, a été vendu à l'export également, et notamment très utilisé à l'heure actuelle en Roumanie, ou depuis peu en Moldavie, probablement à cause d'un sommet européen qui a eu lieu dans le pays ces derniers jours. L'objectif du RC-135, c'est la collecte de renseignements, faire du RANS, comme on dit, détecter des signaux, détecter des émissions, parce que les satellites, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ce type d'aéronef est nécessaire. Il y a également des drones qui existent, mais voilà, pour certaines fonctions, pour certains types de traitements, ces aéronefs-là ont encore toute leur utilité. Forcément, puisqu'ils vont régulièrement dans des zones proches de pays avec lesquels les États, par exemple américains, ont des tensions, ils se font régulièrement intercepter. Nous avons eu des vidéos d'interception que nous avons déjà commentées sur la chaîne qui pour certaines sont assez impressionnantes, comme celle du 28 août 2020, où là pour le coup c'est un B-52 qui se balade et qui se fait intercepter par deux Sukhoi 27 qui lui passent très très proche. Alors les images, vous voyez le J-16 qui est seul
ce qui n'est pas banal. Souvent, les chasseurs, on préfère travailler à plusieurs. Quand on envoie un avion tout seul, c'est qu'on n'est pas en temps de guerre, clairement. Et donc là, il vient se mettre sur la droite. Traditionnellement, les interceptions se font plutôt par la gauche, puisque c'est le côté du commandant de bord dans l'avion intercepté. Donc là, l'avion vient volontairement à droite, même si souvent on voit que les interceptions chinoises sont sur la gauche, ils connaissent le droit international. Pourquoi est-ce qu'il vient à droite? Pour pouvoir passer juste devant le RC-135 et d'une certaine manière, on pourrait dire le saluer, mais en fait, il vient lui faire prendre son souffle. C'est-à-dire que derrière un avion, il y a les propulseurs, il y a les réacteurs, ça envoie de l'air, et cet air, il vient gêner le souffle de l'air, il vient gêner l'air qui est en vol. Et si vous passez juste derrière, ça vous fait bien comme un chemin à bosse. Et là, on voit clairement que le RC-135, il se fait secouer par ça. Si vous avez vu le film Top Gun 1, je vous rappelle que Goose, il meurt, parce que le F-14 de Maverick passe dans un souffle qui peut gêner l'entrée d'air des réacteurs, puisqu'en fait, les réacteurs aspirent de l'air, et à un moment, à cause de ce souffle, ça fait un décrochage compresseur, votre réacteur n'arrive plus à aspirer de l'air, puisqu'il y a trop de turbulence, et vous pouvez avoir un réacteur qui s'éteint ou qui a un problème. Donc passer dans le souffle, c'est quelque chose qu'on évite de faire, même si c'est classique entre pilotes de chasse de prendre des souffles, que ce soit en combat, que ce soit en entraînement ou en vol en patrouille. On essaye de savoir où ils sont. Avec l'expérience, on arrive à bien les voir et donc à les éviter. À noter quand même qu'un Rafale Marine a été perdu au large de l'Espagne parce qu'il est passé dans le souffle d'un F-18, que l'avion a eu un souci de commande de vol que le pilote n'a pas détecté de suite, et ça a amené donc à la perte d'un aéronef, tout comme dans l'histoire de l'aviation française, par exemple un Epsilon est déjà passé dans le souffle d'un avion Crusader à basse altitude et n'a pu être récupéré, il est parti en vrille, il s'est écrasé. Donc prendre des souffles peut tuer, même si normalement vous vous en tirez bien. J'ai envie de vous dire, dans 99% des cas, vous prenez un souffle, ça se passe assez bien. Là on voit que le souffle n'est pas dangereux en soi, qu'il secoue l'aéronef. Derrière, on a du mal à savoir si c'est un reflet ou alors que l'avion est en train de s'éloigner et partir en fait, il envoie des flares, donc qui sont des leurres infrarouges pour soit pour saluer, soit pour faire attention je suis là, soit pour faire monter un petit peu les tensions. Ça peut servir d'envoyer des leurres, de dire attention je déconne pas, mais là clairement quand on voit ces images, ce qu'on voit c'est le J-16 qui arrête son interception en passant juste devant, assez loin pour que ce ne soit pas dangereux, assez proche pour montrer clairement sa présence. Est-ce que c'est hostile ou non hostile? Au vu de cette trajectoire, je dirais que c'est non hostile. Soit une volonté de saluer, soit de montrer qu'on est là. Dans tous les cas, une volonté de marquer sa présence sans pour autant vraiment mettre en danger le RC-135. Ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que le RC-135 prenne le souffle. Au vu des images, j'aurais l'impression qu'il passe juste au-dessus. Ça veut donc dire qu'il y a peut-être quand même un petit effet d'optique au niveau de la caméra, et le J-16 est sûrement un peu plus proche que ce qu'il apparaît sur les images, parce qu'on voit que le souffle vient très vite. Donc je pense que le J-16, dans la vraie vie, était un petit peu plus proche que ce que ça rend sur ces images que l'on a trouvées sur Twitter. Donc, mais ça reste assez proche. Dans tous les cas, en combat aérien, on apprend à ne pas s'approcher à moins de 150 mètres d'un avion. Je pense qu'il était légèrement à plus de 150 mètres, mais pas beaucoup plus. Donc c'est proche, sans être dangereux immédiatement. Est-ce que c'est inutile ou inutilement proche? Absolument. Donc les Américains ont décrit cette interception comme inutilement agressive. J'ai envie de vous dire, c'est pas faux. On est sur le bord proche, il n'y a rien de dangereux, il n'y a aucune volonté de faire monter la tension, mais on est sur le côté où je viens de titiller, sur le bord qui chatouille. S'ils avaient pris 100 mètres de plus, si J-16 s'était pris 100 mètres de marge de plus, il n'y avait rien à dire. Là, on est sur le bord où on sait que voilà, ça va forcément faire remonter une plainte de la part des Américains. Alors maintenant, les Américains, où étaient-ils? D'après certaines sources, eh bien, ils étaient à 80 nautiques de la Chine continentale, au sud de Taïwan, et en rapprochement du groupe aéronaval, un des groupes aéronavals chinois, qui était en train de remonter vers le détroit de Taïwan qu'ils ont passé le lendemain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, grosso modo, les Chinois, ils ont deux groupes aéronavals, que si on remonte à décembre dernier, par exemple le 21 décembre dernier, eh bien, ils avaient le Shandong qui était déployé et qui simulait des attaques sur porte-avions américains, et en même temps le Liaoning qui était du côté des Philippines, qui était déployé également. Donc ils arrivent maintenant à déployer deux groupes aéronavals. Je vous rappelle que la France, nous avons un seul groupe aéronaval. Maintenant, y a-t-il une réglementation internationale qui dit que quand vous avez un groupe aéronaval à la mer, les autres n'ont pas le droit de se rapprocher? Non. Je vous rappelle que
Les avions américains, les RC-135, tout comme des Chinois qui iraient vers les États-Unis, ont le droit de se rapprocher à environ 22 km des côtes ou des îles. Ils ont le droit également de se rapprocher et même de survoler n'importe quel navire en mer. Maintenant, se faire intercepter fait partie du jeu. Petit point intéressant, intercepté par un J-16, donc un avion continental, non pas un avion qui vient du porte-avions. Donc c'est la coordination entre la défense territoriale, la défense de l'approche et la marine, ce qui montre qu'ils ont sûrement des process de communication en place, mais également que le porte-avions ne voulait pas envoyer un avion d'alerte pour intercepter le RC-135, ce qui nous montre bien qu'on n'est pas du tout dans des tensions qu'on peut parfois, à tort, ressentir sur certaines couvertures médiatiques dans ce genre d'histoire. Donc là, clairement, comme on dit de manière populaire, il n'y a pas de croix écrire à la famille. C'est un RC-135 qui fait son travail en toute légalité à plusieurs centaines de kilomètres, à 80 nautiques, 150 km de la côte chinoise. Il y a probablement un groupe aéronaval chinois dans le coin qui vient renifler un petit peu. C'est légal, c'est de bonne guerre. Tout comme c'est de bonne guerre pour les Chinois d'envoyer un J-16 qui vient faire l'interception, qui vient montrer qu'ils sont très présents, qui vient s'assurer qu'il est pris en compte et qui vient, pile poil à la limite du professionnalisme, faire son interception sans pour autant, honnêtement, passer la ligne rouge et être trop proche, comme on a pu le voir par exemple avec les Sukhoi 27 qui interceptent les B-52 en août 2020, où là clairement ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. À noter qu'en juin 2022, un P-8 australien, donc un avion de patrouille maritime et de surveillance maritime australien, avait été intercepté par même type de J-16, que ces derniers avaient là envoyé des chaffes. Vous avez leurre infrarouge, là c'est des leurres électromagnétiques avec des petites paillettes, chaffes qui avaient endommagé les réacteurs. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool et ça peut être perçu comme une intention hostile. Et là, ce n'est pas le cas. On est donc bien en dessous de ce qui a pu se faire il y a à peu près un an, grosso modo dans la même zone pacifique. Maintenant, je voudrais juste faire un tout petit pas de côté, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, vous partager ce qu'est la chaîne des îles. Donc en 1951, pendant la guerre de Corée, il y a eu tout un concept qui a été intellectualisé autour de la défense du Pacifique, d'un point de vue américain, avec 3 chaînes des îles. La première chaîne des îles, elle passe par le Japon, et ça descend comme ça passe par Taïwan. Et cette chaîne des îles, elle devait garder l'Union soviétique à l'extérieur du Pacifique, et maintenant elle doit empêcher les Chinois d'accéder à la haute mer, aux eaux profondes du Pacifique. Ça permet ainsi de protéger les États-Unis depuis l'autre rivage, si je puis dire, du Pacifique. Et le Japon fait partie également de cette défense. Je vous rappelle qu'il y a des bases américaines au Japon, mais en 2022, le ministre de la Défense japonais a sorti son livre blanc et il a parlé de l'archipel de Ryukyu qui doit être militarisé afin de s'assurer que les Chinois ne puissent pas facilement accéder au Pacifique ou leur empêcher d'accéder au Pacifique par le nord de Taïwan. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je rentrerai plus dans les détails dans cette fameuse défense du Pacifique qui d'un point de vue français est à l'autre bout du monde et on ne sait pas grand-chose de ça, mais qui d'un point de vue américain est d'une certaine manière toute leur zone de protection, car pour les Américains, la protection de leur territoire national passe par la protection en mer et commence sur cette première chaîne des îles qui passe par Taïwan, ce qui vous amène donc à comprendre beaucoup plus pourquoi les Américains sont là-bas, pourquoi il y a des tensions dans cette zone-là, et pourquoi alors que la Chine essaye de développer son accès vers le Pacifique, eh bien, va trouver en face d'elle les États-Unis et leurs alliés qui ne veulent surtout pas permettre aux Chinois cet accès aux eaux profondes où vous pouvez cacher des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, eaux profondes qui vous donnent accès à d'autres capacités militaires, alors qu'à l'heure actuelle, ils sont plutôt bloqués dans la mer de Chine peu profonde et où il est très facile de vous surveiller et où de vous attaquer. Pour la petite histoire, les Chinois, c'est depuis à peu près 1980 qu'ils ont pour objectif de dépasser cette première chaîne des îles. Et quand vous regardez des cartes, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile de traverser cette chaîne des îles sans se faire repérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin sur tous ces sujets-là, mieux comprendre les interceptions, la guerre aérienne, nous avons Au-delà de l'Ukraine qui est disponible sur debrief.org ou directement sur Amazon si vous êtes pressé, qui vous aide à mieux comprendre, vous armer pour mieux comprendre tous ces événements que l'on voit souvent traités dans les médias. Malheureusement, j'ai envie de dire de manière peut-être un peu trop superficielle pour vraiment vous permettre de bien comprendre les enjeux ou en tout cas de manière très émotionnelle. Or, s'il y a une chose que l'on apprend quand on est militaire et encore plus au combat, c'est que l'émotion
eh bien, elle n'est pas bonne conseillère. Je vous dis à bientôt. Au mois de juin, on a beaucoup de déplacements prévus, beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions. N'hésitez pas à me saluer si on se croise et je vous dis à très bientôt. Salut.